Cette histoire commence dans un monde où il existe de nombreux monstres maléfiques. Pour protéger l'humanité de ces créatures, il faut des personnes dotées de pouvoirs sacrés capables de créer des barrières. Ces femmes sont appelées des saintes, et leur rôle est de repousser les monstres et de purifier la terre. La présence d'une sainte est une bénédiction, et c'est pourquoi chaque pays doit en avoir au moins une. Le royaume de Gyrtonia abrite justement la sainte la plus puissante de toute l'histoire, Filia Adenauer. Elle est pratiquement la sainte parfaite, car rien ne semble lui résister. Mais il lui manque une chose, le sourire. Une sainte est censée incarner la protection et la joie. Mais certaines personnes ont un peu peur d'elle, car elle ne sourit jamais. Jamais, au grand jamais. Un peu plus tard, un jeune blond nommé Oswald demande à un marchand qui est cette magnifique jeune femme. Le vendeur lui explique qu'il s'agit de la sainte locale, ce qui laisse comprendre qu'Oswald n'est pas d'ici. Le marchand précise ensuite qu'il existe deux saintes. Il y a Mia, une jeune fille douce, adorable, dont le sourire est considéré comme un trésor national. Et Filia, bien qu'elle soit l'aînée et bien plus puissante, a du mal à communiquer avec les autres. Par exemple, quand on lui demande si elle a accompli certaines requêtes, elle répond oui, mais d'une manière froide et distante. Cela dit, tout le monde lui reste reconnaissant. Ils vivent dans un territoire aride et stérile, avec peu de ressources naturelles. La vie était très difficile, jusqu'à l'arrivée de Filia. Elle a tout changé, améliorant la vie de tout le royaume. Mais en accomplissant absolument tout ce qu'on lui demande, elle finit par éclipser les autres, ce qui crée un certain malaise. De retour chez elle, sa mère, Cornelia, ne tolère pas que Filia ait mis autant de temps à accomplir une tâche. Elle la considère comme inutile pour avoir mis si longtemps à devenir une sainte. Pas comme Mia, qui, grâce à sa charmante personnalité, est devenue sainte en à peine un an. Sans raison valable, cette femme se met à insulter sa fille, elle dit qu'elle a un sale caractère, qu'elle est un fardeau pour la famille, et qu'elle ferait mieux d'arrêter d'étudier autant la médecine pour se concentrer sur l'amélioration de sa personnalité. Filia ne comprend pas pourquoi les choses sont ainsi. Elle pensait que le rôle d'une sainte était de servir le royaume, ce qu'elle fait parfaitement. Mais chaque fois qu'elle se donne du mal, elle finit simplement par être encore plus isolée. Sourire? Être charmante? Elle ne sait tout simplement pas comment faire. Elle n'a jamais appris à sourire, et c'est peut-être pour ça que ses parents se sont détournés d'elle. Depuis toute petite, elle a vu comment ses parents donnaient tout leur amour à Mia, et pas à elle. Elle a donc compris qu'elle devrait travailler 2 fois plus dur pour gagner un peu d'affection. De son côté, Oswald continue d'enquêter sur Filia, et découvre que son nom de famille est Adenauer, une lignée célèbre pour avoir donné naissance à de nombreuses saintes. Filia est entrée à l'église à l'âge de 5 ans, où elle a appris le protocole, la magie et les arts martiaux. Elle explique qu'à défaut de charisme, elle a décidé de s'améliorer dans d'autres domaines. Ses parents l'ont envoyée dans une formation sainte très dure, où elle a dû survivre seule dans le désert, ou sous la neige pendant des jours entiers. Son propre mentor lui a rendu la vie impossible, lui lançant des paroles aussi blessantes que celles de sa mère. Après avoir passé autant de temps dans cet enfer, à poursuivre un objectif presque inaccessible, la pauvre Filia a fini par perdre toute capacité à sourire. Oswald lit alors qu'elle a été nommée sainte à 16 ans, et qu'elle est la meilleure de tous les temps. Aujourd'hui, à 19 ans, le roi a reconnu ses exploits et l'a fiancée au second prince de Gyrtonia, Julius. Mais l'enquête d'Oswald est interrompue, un chevalier vient le chercher pour l'emmener auprès de sa majesté. Filia, de son côté, raconte que suite à ses fiançailles avec le prince, elle pensait que ses efforts seraient enfin récompensés. Mais ça n'a pas du tout été le cas. En rentrant chez elle, elle retrouve sa sœur Mia, qui lit tranquillement dans sa chambre à elle, car elle trouve l'endroit plus agréable. Filia n'a jamais eu l'impression d'être chez elle, mais passer du temps avec sa petite sœur est la seule chose qui en vaille la peine. Mia lui demande ce qu'elle a dans cette boîte, et Filia lui avoue lui avoir acheté quelque chose en cadeau. Mia n'en revient pas, elle promet de le chérir pour toujours. Le lendemain, elle veut même accompagner sa sœur pour l'aider à acheter une tenue pour voir le prince Julius. Mais Filia lui dit qu'elle ne pourra pas, justement, elle doit le rencontrer demain. Elles conviennent donc de sortir un autre jour. Et Filia sent que, malgré toutes les difficultés, tant qu'elle est avec Mia, elle peut être heureuse. Pendant ce temps, le prince Julius parle mal de Filia avec ses subordonnés. Il pense qu'elle est devenue arrogante, simplement parce qu'elle est la plus forte. L'un d'eux affirme qu'on ne peut pas la comparer à la sainte légendaire qui avait sauvé le monde d'Asmodée, le grand archidémon. Julius est d'accord. Et comme il estime que Gyrtonia n'a pas besoin de 2 saintes, il met en place un plan pour se débarrasser de Filia. Mia marche en ville et on voit bien que tout le monde l'aime, car on vient rapidement lui offrir des cadeaux pour sa gentillesse et son dévouement. De son côté, Filia se demande pourquoi le prince Julius l'a convoqué. Elle remarque que le carrosse de sa famille est aussi présent et se demande si ses parents sont venus eux aussi. Peu après, elle le retrouve, et Julius lui dit être ravi d'avoir appris qu'elle avait éliminé seule les loups-garous du Nord-Ouest. Il ajoute même que les soldats se plaignent qu'elle leur vole leur travail et qu'elle leur donne des conseils sur leur formation. Il lui rappelle que ce n'est ni la place ni le rôle d'une femme. Filia ne comprend pas pourquoi il dit ça ni pourquoi il est de si bonne humeur. Julius lui révèle alors qu'il vient de recevoir une nouvelle, leurs fiançailles sont officiellement annulées.
Filia lui demande une explication. Il avoue vouloir épouser Mia. Il ajoute que Filia est devenue trop parfaite, distante et désagréable, alors qu'une sainte devrait juste prier et ne pas se croire supérieure. Pour lui, Mia est bien meilleure, plus belle, douce et charmante. Il est convaincu que tout le monde choisirait Mia sans hésiter. Filia lui demande si Mia est au courant, mais il répond que non, même si à la dernière fête elle a tenté d'attirer son attention, donc elle sera sûrement contente. Les parents de Filia arrivent et approuvent ce nouveau mariage. George, son père, est content, et sa mère lui demande de partir pour que Mia puisse être heureuse. Filia ne sait pas si c'est juste, mais tant que Mia est heureuse, elle est prête à accepter. Cependant, Julius lui annonce qu'au cas où Mia refuserait, il a décidé de vendre Filia au royaume voisin de Parnacorta, dont la sainte est récemment décédée. Il leur a offert la meilleure sainte, Filia, et ils ont accepté en proposant une somme équivalente au budget annuel du royaume de Girtonia. Tout se déroule selon le plan, le peuple aimera Julius, il donnera 30% des gains à la famille Adenauer, qui deviendra noble. Julius pense sincèrement que tout le monde y trouvera son bonheur. Même George ne comprend pas comment un autre royaume peut payer autant, mais la mère de Filia dit qu'enfin elle a fait quelque chose de bien pour la famille, leur permettant d'accéder à la noblesse. Filia est sous le choc. Tout ce qu'elle a fait jusqu'ici n'était que pour être enfin reconnue, mais elle récolte le contraire. Pendant que Mia va voir sa sœur, Filia se prépare pour le voyage et se demande ce qu'elle a bien pu faire pour mériter un tel sort. Julius, lui, se demande déjà comment dépenser l'argent de la vente de la sainte. Un de ses subordonnés suggère de lui ériger une statue en or. Julius trouve ça exagéré puisque son père est toujours vivant, mais l'autre lui rappelle que le roi est malade depuis longtemps et que l'autre prince, Fernand, s'est retiré par peur. Julius sait qu'il sera bientôt roi, avec la couronne et Mia. Pendant ce temps, Filia a voyagé plusieurs jours, ce qui lui a bien fatigué le postérieur. Elle ne sait pas quoi penser de sa nouvelle vie à Parnacorta, ni des attentes qu'ils auront envers elle, surtout après un tel investissement. Elle se dit qu'elle devra sûrement travailler très dur pour le mériter. Mais au fond, elle se demande à quoi bon. Pourquoi une sainte doit-elle forcément avoir des obligations? Le carrosse s'arrête, on l'informe qu'il ne peut pas aller plus loin. Elle doit marcher pour traverser la frontière. Elle se demande s'il y a du monde ici et croise finalement des soldats, ainsi qu'Oswald, qui lui souhaite la bienvenue à Parnacorta. Elle ne sait tout simplement pas quoi penser. La vérité, c'est que l'accueil de Filia à Parnacorta a été très bon. Elle s'est vite rendue compte qu'on la traitait très bien, on lui a même envoyé une escorte, ce que Girtonia n'avait jamais fait. Elle pense qu'ils ont sûrement payé très cher pour elle, donc il est normal qu'on la protège, mais ce n'est pas tout. Quand elle arrive dans la ville royale, à Almbourg, au palais, elle est accueillie par Bjorn, le chef de l'église de Parnacorta. Tout le monde est très heureux de sa venue, ils lui ont même organisé une fête de bienvenue avec des gâteaux, des viandes, des pains, des sucreries, un peu de tout. Bref, une très belle fête, et ils étaient sincèrement heureux de la voir là. Mais Filia, elle, ne pensait qu'à une chose, travailler. Elle se demandait quand elle allait pouvoir commencer ses fonctions, parce qu'elle n'a jamais été très à l'aise avec les fêtes et la haute société. Mais bon, c'était sa fête de bienvenue, alors pendant qu'elle dégustait une délicieuse salade, qu'elle a beaucoup aimée, un homme s'approche, c'est celui qui est venu la chercher, son escorte. Elle pense évidemment que ce n'est qu'un simple garde, et quand il lui dit qu'il a lui-même préparé la salade, elle pense que c'est un fermier ou quelque chose comme ça. Quand il commence à se plaindre qu'il est difficile de cultiver en ce moment à cause du manque de pluie, elle s'apprête à faire tomber la pluie elle-même, mais elle est interrompue par Bjorn, qui appelle cet homme Votre Majesté. C'est là que Filia découvre que cet homme est en fait Oswald, le deuxième prince de Parnacorta. Elle est choquée d'apprendre que le prince lui-même est allé la chercher à la frontière. Mais ce n'est pas tout, il voulait aussi lui dire quelque chose, il s'agenouille devant elle pour lui demander pardon de l'avoir achetée, de lui avoir fait quitter sa maison, sa famille, son pays, tout son monde. Il est triste d'avoir été obligé de la faire venir ici, mais il la remercie pour son courage et ses efforts. Car après tout, elle a été envoyée presque par obligation, parce qu'ils avaient perdu leur précédente sainte, Élisabeth, et que le pays était à la merci des monstres et des calamités. C'était donc une bénédiction quand ils ont appris que Girtonia vendait l'une de ses saintes. Mais Oswald veut faire de ce royaume le nouveau foyer de Filia, un endroit qu'elle puisse apprendre à aimer. Filia pense à tout cela et se dit que ça ne va pas être facile, surtout à cause des mauvais souvenirs qu'elle garde de Girtonia et de la manière dont ils l'ont abandonnée. Mais en plus du second prince, elle fait aussi la connaissance de son frère aîné, le prince héritier Reinhard, le premier prince de Parnacorta, qui l'accueille chaleureusement en tant qu'invité d'honneur. Bref, les deux princes principaux du royaume sont venus personnellement la saluer. Après une balade en ville, elle remarque que les habitants, les commerçants, sont un peu inquiets, car ceux qui leur fournissent leurs marchandises n'ont pas pu arriver, ou ont été attaqués par des monstres sur les routes. Cela provoque une augmentation des prix, et maintenant que leur sainte Élisabeth n'est plus là, ils ne savent pas vraiment quoi faire. Ils savent qu'une nouvelle sainte est arrivée, mais elle semble froide, et ils doutent qu'elle puisse être à la hauteur de l'ancienne. Le lendemain,
Filia se réveille dans une maison gigantesque, bien plus grande que celle de sa famille, et uniquement pour elle. Elle se lève tôt, déjà prête à aller travailler. Elle ne sera cependant pas seule, car elle est rejointe par Lena et Leonardo, ses nouveaux accompagnateurs. Ils sont impressionnés qu'elle soit déjà debout, mais Filia leur dit directement qu'elle veut commencer à travailler. Ils vont donc en premier dans les montagnes, car Filia, en consultant la carte, remarque que Parnacorta est située au centre du continent, entourée de nombreux royaumes, et regorgeant de forêts, rivières et autres merveilles naturelles, ce qui en fait aussi un nid à monstres. Elle sait donc exactement où aller pour commencer à ériger les barrières divines. Lena et Leonardo sont impressionnés car Filia s'est levée très tôt et a déjà commencé à travailler. Ils l'accompagnent en tant qu'assistant et garde du corps pendant qu'elle installe ses barrières et fait son travail de sainte. Mais Filia n'est pas habituée à ça, elle a toujours travaillé seule. Arrivée sur place, alors qu'elle se prépare à ériger les barrières, Lena demande à Leonardo comment travaillent les saintes, car c'est la première fois qu'elle agit comme garde du corps pour l'une d'elles. Leonardo, lui, a déjà travaillé pour plusieurs saintes avant Filia, donc il a de l'expérience. Il explique que les saintes prient pour communiquer avec la divinité, ce qui leur permet d'ériger des piliers qui dégagent une aura divine, repoussant ainsi les monstres et toute forme de mal. Plus il y a de piliers, plus la protection est forte, mais c'est un travail difficile, qui demande beaucoup de force. En général, une sainte met toute une journée pour créer un seul pilier. Mais Filia, elle termine en une demi-heure. Elle est exceptionnelle, parfaite dans tout ce qu'elle fait. Lena et Leonardo n'ont jamais vu ça. Ainsi, toute la journée, Filia se rend d'un endroit à un autre, érigeant pilier après pilier, purifiant le bois tout entier. En un rien de temps, la forêt est redevenue saine, sans énergie négative ni monstre. Lena et Leonardo sont éreintés à la fin de la journée, alors qu'ils l'ont juste suivie. Ils doivent même la forcer à s'arrêter, car en chemin elle a aussi préparé des médicaments et aidé des gens. Le lendemain, Filia veut déjà partir au sud du royaume pour continuer à ériger des piliers. Mais Leonardo lui dit qu'elle doit se reposer, que ce n'est pas normal de travailler autant. Filia, elle, ne comprend pas, elle a toujours été élevée à donner 100%, à apprendre sans relâche. Elle se souvient des paroles du prince de Girtonia, qui lui avait dit de ne pas s'occuper des affaires des autres, mais c'est ce qu'on lui a toujours enseigné. Leonardo et Lena discutent ensuite de Filia. Ils l'aiment beaucoup, surtout Lena, qui dit qu'elle va la chouchouter et s'occuper d'elle. Mais elle remarque aussi que Filia semble plus à l'aise seule. Elle se demande ce qu'elle a vécu à Girtonia, car on voit bien qu'elle n'a pas été traitée avec amour. Lena décide donc de la dorloter comme il se doit. Le lendemain, tout le monde est heureux, la nouvelle sainte impressionne, les marchands peuvent revenir en ville, reprendre leurs activités, et tout le monde la remercie. Le prince Oswald entend ses éloges alors qu'il se promène dans la capitale. Mais de son côté, Mia ne va pas bien. Elle est seule maintenant. Même si elle est une bonne sainte, c'était surtout grâce au conseil de Filia. Sans sa grande sœur, elle est perdue. Le prince remarque lui aussi que les monstres s'approchent dangereusement de la capitale. Il n'y a pas de soldats car jusqu'ici, Filia s'occupait de tout sans jamais déranger personne. Désormais, le prince de Girtonia va devoir puiser dans les fonds donnés par Parnacorta pour renforcer la sécurité du royaume. Les gens croient que Mia saura gérer la situation, mais depuis le départ de Filia, tout semble empirer. Mia, elle, est convaincue que sa sœur ne serait jamais partie sans prévenir. Elle a demandé à leur père pourquoi Filia était partie, mais il ne lui a rien dit, juste qu'elle était partie, point. Mia ne le croit pas. Elle pense que sa sœur a été obligée de partir et elle jure que celui ou celle qui l'a éloignée va le payer. Un autre jour, Lena et Leonardo démontraient leurs compétences en matière d'élimination de monstres. Parnacorta était célèbre pour l'excellence de son ordre chevaleresque. Peut-être qu'ils formaient même leur majordome et leur servante aux arts martiaux. Et malgré cela, ces deux-là étaient particulièrement redoutables. Cependant, ils ne prenaient pas tout le mérite. Les monstres étaient affaiblis grâce au sanctuaire sacré de Filia. En plus, la potion qu'elle avait donnée à Leonardo lui donnait l'impression d'être revenue à ses plus belles années, même si elle affirmait qu'il ne s'agissait que d'une potion rudimentaire. Lena demanda ce que Filia notait depuis tout à l'heure. Elle expliqua qu'elle enregistrait des informations sur l'emplacement, l'ampleur et la férocité des apparitions de monstres. Filia ajouta qu'en plus du monde de surface habité par les humains, il existait le royaume démoniaque et le ciel. Les monstres étaient originaires du royaume démoniaque, mais parfois, une partie d'entre eux parvenait à la surface. Plus il y avait de nids dans le royaume démoniaque, plus il y avait de monstres, et donc, plus les invasions à la surface devenaient fréquentes. Pendant ce temps, le prince Oswald se promenait en ville. Il n'avait pas beaucoup de temps pour discuter avec les habitants, leur disant qu'il avait un rendez-vous galant. Il fut stupéfait en voyant Filia vêtue élégamment, mais il se ressaisit rapidement. C'est Lena qui avait organisé ce rendez-vous. Filia avait déjà entendu ce mot auparavant, mais elle ne savait pas vraiment ce que signifiait un rendez-vous. Lena suggéra une visite d'Hambourg, avec Oswald comme guide. Ils commencèrent par le quartier des marchands, où Oswald expliqua que les attaques de monstres avaient rendu difficile l'approvisionnement ces derniers mois. Mais tout cela appartenait au passé, grâce à Filia.
Elle fut surprise de l'entendre la remercier simplement pour avoir fait son travail. Elle se demanda pourquoi son cœur battait si fort. Ils tombèrent sur l'homme qui vantait son fils à Girtonia. Grâce à Philia, il avait pu reprendre son commerce. En essayant de le saluer, Philia eut peur d'effrayer à nouveau le garçon. Mais au lieu de cela, il la remercia chaleureusement. Il était heureux que son père puisse retravailler. Ici, tout le monde voulait approcher Philia, mais le prince la saisit par le bras, s'excusant auprès des autres car elle lui était réservée aujourd'hui. Il l'emmena dans un restaurant, lui disant qu'elle pouvait commander son plat préféré. Mais Philia ne savait que choisir, habituée à l'idée de manger ce qui est comestible. Être ainsi servie était totalement étranger pour elle. Elle ne savait pas comment se comporter. Le prince Oswald éclata soudainement, la remerciant encore pour son travail, mais ajouta qu'il avait entendu dire qu'elle se surmenait. Il voulait qu'elle se repose aussi, et lui expliqua que le repos faisait aussi partie de son travail. Elle n'avait clairement jamais entendu ça auparavant. Il lui demanda ensuite de lui parler davantage d'elle. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, ses intérêts, n'importe quoi. Il voulait apprendre à connaître non seulement la sainte, mais aussi Philia Adenauer, en tant que personne. Léna fondait intérieurement en regardant cette scène. Philia, elle, ne savait toujours pas quoi répondre. Elle n'avait jamais eu l'espace pour avoir ses propres pensées sur quoi que ce soit. On ne le lui permettait pas. En regardant l'arôme apaisant du thé, elle admit finalement que c'était quelque chose qu'elle aimait. Mais elle ne pouvait pas en dire plus pour le moment, parce qu'elle ne savait rien de plus sur elle-même. Il lui dit que ça lui allait de la découvrir petit à petit. Puis il lui proposa de l'emmener où elle voulait aller ensuite. Elle eut alors accès au livre restreint de la bibliothèque du château. La quantité massive de monstres apparaissant récemment à Parnacorta ne pouvait pas s'expliquer uniquement par la géographie ou par l'absence précédente d'une sainte. Un phénomène similaire avait commencé à Girtonia juste avant son arrivée ici. Elle avait vu ce genre d'événement mentionné dans les anciens livres d'histoire girtoniens. Si son hypothèse était correcte, le royaume démoniaque était en train de se rapprocher de la surface. Mais Oswald ne comprenait pas ce qui fit pleurer Léna, car tout cela ne ressemblait plus du tout à un rendez-vous romantique. Il y a 400 ans, le royaume démoniaque s'était déjà approché du monde de la surface. Les monstres l'avaient envahi, semant le chaos. L'archidémon Asmodée profita de cette pagaille pour remonter des profondeurs du royaume démoniaque jusqu'à la surface. Les humains et les animaux furent massacrés en masse, et de nombreux royaumes furent menacés de destruction. Mais c'est alors qu'une sainte s'éleva pour lui faire face. Elle s'appelait Fianna Esfil, et serait plus tard connue sous le nom de Grande Sainte Fianna. Elle érigea d'immenses barrières qui purgèrent les monstres en un clin d'œil, puis sépara l'âme d'Asmodée de son corps prétendument invincible, afin de la sceller. Ainsi, la paix fut restaurée sur les terres, et l'histoire continua jusqu'à aujourd'hui. Le prince convoqua une conférence d'urgence en réponse à l'hypothèse de Philia. Il voulait aussi entendre les avis des autres. Philia expliqua que plus le royaume démoniaque se rapprochait, plus l'apparition des monstres allait probablement être multipliée par 10 à 20, et que les piliers de lumière ne suffiraient peut-être plus. Un des hommes présents émit des réserves quant à l'augmentation du budget de la défense du royaume sur la base d'une spéculation aussi incertaine. Philia comprenait cela. C'était normal qu'ils aient du mal à croire une fille venue d'un autre royaume, arrivée depuis peu. Elle se souvint que Julius lui avait dit qu'elle devait connaître sa place. Mais elle fut choquée d'entendre Oswald annoncer qu'ils allaient tripler les dépenses militaires. Il affirma qu'il valait mieux être préparé que de le regretter plus tard, et qu'il assumerait la responsabilité si cela ne donnait rien. Il mettait toute sa confiance en Philia. Elle se demanda comment il pouvait être aussi sûr de lui. N'avait-il pas peur d'être critiqué? Elle se demanda s'il y avait un moyen pour elle de l'aider. En regardant la carte et les troupes mobilisables, Philia annonça que ce ne serait toujours pas suffisant. Elle proposa une autre solution, ériger un grand cercle de purification sur l'ensemble du royaume. Bjorn fut stupéfait, sachant qu'il s'agissait d'un ancien rituel. Il fallait maîtriser les langues archaïques et comprendre plusieurs lignées de sorts. Mais bien sûr, Philia en était capable. Ce cercle n'avait pas les propriétés d'enfermement d'une barrière classique. Il servait uniquement à affaiblir les monstres pour les rendre plus faciles à éliminer. Le seul hic, c'était qu'elle devait rester au centre du cercle et en être le cœur. En d'autres termes, elle devrait rester dans la capitale, et ne pourrait plus accomplir la plupart de ses tâches habituelles. Mais pour le prince, ce n'était qu'un détail insignifiant. Une fois activé, le cercle ne serait même pas épuisant à maintenir. Et pourtant, Philia afficha un regard soucieux. Dehors, Oswald la remercia à nouveau, mais en voyant son visage, il comprit que quelque chose la préoccupait. Elle pensait à sa sœur restée chez elle. Mia était une excellente sainte, mais elle n'avait aucune connaissance des anciens rituels et ne pouvait pas créer de grands cercles de purification. Oswald comprit que Philia s'inquiétait pour sa sœur, et lui dit qu'elle pouvait l'aider. Ainsi, Philia fut autorisée à lui envoyer une lettre. De retour à Girtonia, Mia ne pouvait tout simplement pas accepter la situation. Elle décida d'aller demander à Julius ce qui s'était vraiment passé avec sa sœur. Cependant, elle se retrouva face à lui, et il lui offrit un bouquet de roses et lui demanda sa main en mariage. Elle n'en croyait pas ses yeux. À peine avait-il perdu sa fiancée qu'il en demandait déjà une autre en mariage.
et à sa petite sœur, en plus, elle le trouvait tout simplement répugnant. Mia comprit alors pourquoi ses parents avaient été si indifférents au départ de Filia. Ils étaient probablement au courant de tout cela. Elle le détestait, mais elle avait besoin que Julius lui dise la vérité. Alors, elle décida de faire semblant, lui demandant un peu de temps pour réfléchir. Elle ne pouvait pas se permettre de l'affronter pour l'instant. Elle devait refouler ses véritables sentiments. Elle allait le distraire, le déstabiliser, et tirer de lui les informations qu'elle voulait. Elle n'avait aucun esprit stratégique, mais pour sa sœur, elle était prête à tout faire. Ce fut ce jour-là qu'elle commença véritablement son enquête. Dans le bureau de son père, elle trouva des plans pour un nouveau manoir et une pile de contrats. Dans la chambre de sa mère, elle trouva une nouvelle boîte de bijoux. Elle serra les dents en supportant les rendez-vous avec le prince pour gagner sa faveur, tout en continuant de remplir ses devoirs de sainte. Les monstres ne cessaient d'augmenter depuis le départ de sa sœur. Elle devait puiser dans toutes ses forces pour les repousser. Ses parents voulaient qu'elle se dépêche d'épouser Julius. Ils avaient même brûlé la lettre que Filia lui avait envoyée. Un jour, elle surprit une conversation entre des nobles à propos de Filia. Ils disaient que leur prince avait fait un joli profit et obtenu un titre de noblesse en la faisant partir. Ils traitaient Filia d'insupportable, et riaient en disant que c'était triste que son fiancé et ses parents la détestaient. La vérité éclata alors aux yeux de Mia. Elle avait voulu croire que ses parents étaient de bonnes personnes. Elle s'était déjà posé des questions sur la façon dont ils traitaient sa sœur, mais trop effrayée pour faire face à la vérité, elle réalisa qu'elle s'était aveuglée elle-même. Elle pleura, se demandant si Filia avait vécu toute sa vie dans un monde froid et cruel envers elle. Elle murmura pardon encore et encore. Elle retrouva ensuite le prince, qui continuait à dénigrer Filia pour avoir étalé ses talents et causé une avalanche de plaintes contre lui. Et dans le même souffle, il complimentait la beauté de Mia et la façon dont elle remplissait ses devoirs, ce qui la rendait malade et bouillonnante de rage intérieurement. Mais elle sourit, et lui dit qu'elle acceptait sa proposition. Son plan, se fiancer avec lui, l'emmener au sommet de l'extase en le gardant en laisse, puis, au moment venu, le trahir. Après tout, il devait être puni pour avoir trahi sa sœur. Cette nuit-là, Mia écrivit à Filia au sujet des monstres qui envahissaient les forêts de Girtonia. Des gens étaient blessés. Elle avait besoin des conseils de sa grande sœur. Elle ne pouvait pas compter sur Julius, comprenant qu'il ne se souciait pas du tout de ce royaume, car sinon, il n'aurait jamais vendu Filia. Mia s'effondra et jeta la lettre, changeant le ton de la suivante pour simplement demander à Filia des informations sur les anomalies en cours, retirant ainsi ses frustrations envers Julius et rendant la lettre plus formelle. Mia se demandait s'il servait à quelque chose d'écrire, pensant que si Filia avait remarqué des anomalies, elle aurait sûrement déjà envoyé des directives. Elle s'inquiétait, se demandant si Filia souffrait en ce moment même, avait-elle seulement quelqu'un à Parnacorta à ses côtés? Un autre jour, Parnacorta s'illumina de piliers de sainteté. Au château, les habitants s'étaient rassemblés. Oswald s'excusa auprès de Filia pour ce spectacle, mais son père lui avait dit que c'était une excellente occasion de présenter la nouvelle sainte au peuple. Ainsi, son travail fut ouvert au public en tant qu'événement. Filia ne s'en souciait pas vraiment. Richard arriva alors, remarquant que la décision de l'amener ici était la bonne, même s'il s'était disputé avec son frère à ce sujet. Oswald aurait préféré qu'il ne mentionne pas cette partie. Alors que Filia se mettait à l'ouvrage, Oswald lui fit savoir qu'il lui confiait le royaume, ce qui fit écarquiller les yeux de Filia. Elle pensa à quel point tout le monde ici était gentil, sincère, profondément attaché à leur royaume. Les habitants avaient des cœurs généreux et bienveillants. Même si elle n'était pas née ici, elle voulait protéger ces gens. Elle voulait rester la sainte de Parnacorta. Elle commença alors à appeler les vies de la terre et du ciel, exprimant sa prière. Le peuple la surnommait déesse, sa beauté étant sans égale en ces lieux. Elle érigea et activa le grand cercle de purification. Mais à peine eut-elle terminé qu'une voix diabolique chuchota qu'elle avait enfin été trouvée. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était, mais n'eut pas le temps d'y réfléchir car tout le monde célébrait. Pendant ce temps, Lena parcourait les rues, recevant des présents des marchands pour leur nouvelle sainte bien-aimée, nourriture, vêtements, poudre pour le visage. Lena ne pouvait tout porter. Elle revint auprès de sa maîtresse, épuisée, et fut choquée de voir Filia travailler encore. Elle aurait aimé que Filia prenne au moins une pause, surtout qu'elle ne pouvait pas quitter la capitale. Amusant, car Filia voulait aussi faire une pause mais ne savait pas quoi faire d'autre. Ah, si c'était moi, je serais en train de dormir, pensait Lena. Lena trouvait terrible que Filia n'ait aucun loisir. Filia n'était pas très enthousiaste pour aller se promener, jardiner ou pêcher. Mais lorsque Lena parla de lecture, Filia montra enfin un peu d'intérêt. Filia lisait souvent des textes anciens et des manuels scientifiques, tandis que Lena préférait, comme on pouvait s'y attendre, les romans d'amour. Filia ne savait même pas ce que c'était qu'un roman d'amour, même si elle était elle-même l'héroïne d'un light novel romantique. N'ayant jamais lu ce genre d'ouvrage, elle supposait que c'était des études psychologiques de couples engagés dans une affection mutuelle. Lena trouva cette réponse à la fois proche et si éloignée de la réalité. Elle se demanda pourquoi Filia n'avait aucun intérêt pour les romans d'amour, malgré sa grande beauté. En vérité,
Filia n'avait jamais eu l'occasion de lire pour le plaisir auparavant. Et Oswald lui vint alors à l'esprit. Lena proposa donc de lui prêter ses romans préférés. Oswald arriva à ce moment-là, souhaitant discuter de quelque chose avec Filia. Autour d'une tasse de thé, il évoqua sa dispute avec Richard à propos de l'idée de l'amener ici. Filia ne voulait pas que cela dérange Oswald, mais cela le tracassait quand même. Il avoua qu'il était contre l'idée d'acheter une sainte comme une marchandise. Richard était déjà tendu pour d'autres raisons, et les deux frères avaient perdu leur sang-froid. Même maintenant, Oswald trouvait que c'était mal d'acheter quelqu'un. Il affirma qu'il ne voulait plus jamais refaire cela. Cependant, il était heureux d'avoir rencontré Filia. Cela fit même rougir Filia. Puis Oswald aborda enfin le sujet principal de sa visite, proposer à Filia d'essayer d'être tutrice. Lors du dîner, Filia exprima ses inquiétudes quant à sa capacité à être une bonne mentor. Lena lui répondit en affirmant que Filia était excellente pour enseigner, car elle savait toujours donner des explications claires et faciles à comprendre concernant ses responsabilités. En plus de cela, Lena pensait qu'une sainte en formation ferait une excellente compagne pour Filia. Sachant que la disciple était plus jeune qu'elle, Filia se souvint de sa sœur. Elle fut attristée de ne pas avoir reçu de réponse à la lettre qu'elle avait envoyée à Mia. Filia leur dit que la nourriture était bonne, ce qui ravit les deux servantes. Elle avait l'habitude de manger en silence, mais récemment, elle avait réussi à exprimer ses sentiments. Leonardo était particulièrement heureux, puisqu'il était celui qui préparait ses repas ces derniers temps. Mais les deux servantes n'étaient pas les seules à avoir contribué. Tout ce qu'il y avait sur la table, légumes, fruits, viande et œufs, avait été envoyé par les habitants, en remerciement pour ce qu'elle avait fait. Même les fleurs. C'était presque comme si tout le royaume dînait avec eux. Filia rayonnait intérieurement. Échanger des livres avec quelqu'un, améliorer un repas grâce à de la compagnie. Après avoir été seule si longtemps, elle découvrait des choses qu'elle n'avait jamais connues. Pendant que Filia savourait son repas imprégné de l'amour du peuple de Parnacorta, Mia feignait de savourer son repas préparé avec les meilleurs ingrédients achetés grâce à l'argent de Julius. Mais de retour auprès de Filia, elle fut choquée de recevoir enfin une lettre de Mia. Elle comprit alors que Mia n'avait jamais reçu sa lettre, même si le messager royal de Parnacorta avait assuré à Leonardo l'avoir livrée au domaine Adenauer. Filia comprit que ses parents avaient dû détruire sa lettre. En entendant cela, Lena et Leonardo convoquèrent Imari. Imari était une autre membre de la garde personnelle de Filia, assignée par la famille royale. Elle avait en fait été aux côtés de Filia tout ce temps, dans l'ombre, depuis son arrivée. Imari était une ninja. Filia avait entendu parler des ninjas, des guerriers du royaume insulaire de Murasame, au nord-est, spécialisés dans l'infiltration et la reconnaissance. Imari accepta alors la mission de livrer directement des lettres à Mia, pour le compte de Filia et du clan Fuma. Filia s'inquiétait, sachant que Imari devrait traverser des forêts infestées de monstres et que ceux qui voulaient empêcher Mia de la retrouver pourraient lui nuire. Mais Imari avait confiance en ses capacités. Depuis l'ombre, elle avait vu Filia tenter de sauver ce royaume, et elle était prête à risquer sa vie pour sa maîtresse. Ainsi, Filia lui confia sa mission, en précisant que si elle risquait d'être découverte, elle devait fuir. Mais si possible, elle devait aussi protéger sa chère sœur, et si quelque chose arrivait à Mia, Imari devait s'enfuir avec elle. Pendant ce temps, Mia invoqua le dernier pilier de la journée, recevant les éloges des chevaliers pour avoir accompli les rituels plus vite que Filia. Mia trouva leurs compliments absurdes. Il était vrai qu'elle finissait plus rapidement les rituels, mais c'était tout. Ses barrières étaient bien plus fragiles que celles de Filia. Si un grand nombre de monstres apparaissaient soudainement, ces barrières se briseraient. Pour éviter cela, elle était obligée de forger plusieurs couches de barrières supplémentaires, ce qui, évidemment, prenait plus de temps. C'est alors qu'une horde de monstres surgit. Mia ne les remarqua pas approcher, pour une raison inconnue. En les éliminant, elle se retrouva seule, tous les chevaliers ayant fui comme des lâches. Quel genre de garde royale était-ce donc? Elle s'effondra d'épuisement directement dans les bras d'Imari, mais Mia prit Imari pour un jeune homme gentil et mystérieux. Imari lui remit alors la lettre, lui faisant signe de garder cela secret. Mia, inquiète pour sa sœur, écouta Imari lui expliquer que Filia allait bien, que Parnacorta lui était redevable, et que l'affection du peuple allait au-delà de la simple gratitude, il voulait l'aider de toutes les manières possibles. Mia ressentit un immense soulagement en sachant que sa grande sœur était entourée de personnes qui se souciaient d'elle. Avant qu'Imari ne parte, Mia lui dit qu'elle laissera sa porte ouverte le soir, et lui demande si elle pouvait venir et lui parler davantage de sa sœur et de la lettre reçue. Elle resta cependant bouche bée en voyant Imari descendre du plafond dans son costume de ninja. Passé ce choc, et apprenant qu'Imari était une fille, Mia la remercia pour la lettre et comprit enfin la menace qui pesait sur son royaume. Elle gémit, souhaitant avoir pu voir Filia accomplir l'ancien rituel. Consciente qu'elle-même en était incapable, elle comprit qu'elle devait rassembler des forces armées. Ce ne serait pas facile, car le stupide prince en charge ne pensait qu'à lui-même. Se souvenant des paroles de Filia, Imari proposa à Mia de s'échapper. Et Mia y réfléchit sérieusement, sachant qu'elle pourrait ainsi retrouver sa sœur. Après tout, avait-elle encore une raison de rester dans un royaume qui avait méprisé et exilé sa chère Filia?
De retour à Parnacorta, Grèce Martia, la sainte de Bolmerne, fut accueillie par Philia. Et bon sang, Grèce était aux anges de rencontrer notre sainte parfaite. Elle parlait à toute vitesse, disant à quel point c'était un honneur de rencontrer Philia, et que d'avoir l'opportunité d'étudier sous la plus grande sainte de tous les temps était un rêve devenu réalité pour elle. Grèce brillait littéralement de joie. Nous faisons un flashback sur Oswald demandant à Philia de tutorer la famille Martilla, une famille qui a produit des saints pour le royaume de Bolmerne et qui entretient des liens profonds avec la famille royale du royaume. La famille Elkrantz, qui avait donné naissance au sein de Parnacorta, descendait également d'une branche de la famille Martilla. Étant donné la proximité géographique des deux royaumes, ils avaient eu beaucoup d'interactions avec la famille Martilla, et récemment, ils avaient envoyé une demande afin d'apprendre la magie de purification auprès de Philia. Ils souhaitaient envoyer leur quatrième fille, Grèce, pour étudier ici. Malgré l'enthousiasme débordant de Grèce, son majordome personnel, Arnold, expliqua calmement qu'elle était tout simplement une grande admiratrice de Philia. Elle travaillait chaque jour avec diligence dans l'espoir de devenir un jour une sainte comme elle. Toutefois, Grèce bougonnait un peu, confiant à Arnold qu'elle avait envie de dire à Philia en personne à quel point elle l'admirait. Philia pouvait déjà sentir que la vie au manoir allait devenir bien animée pour un moment. Cependant, il pourrait y avoir des difficultés, car le grand cercle de purification nécessitait une grande connaissance des rituels anciens, et tout le monde n'était pas capable de les exécuter. Philia savait qu'il ne s'agissait pas d'un talent particulier, mais plutôt d'une question de savoir et de perception. Concernant le savoir, il fallait étudier la langue ancienne. Mia, par exemple, ne pouvait pas utiliser cette technique car elle ne connaissait pas la langue nécessaire. Philia aurait aimé pouvoir lui enseigner, mais contrairement à Mia, la famille Martilla semblait intégrer l'étude de la langue ancienne dans leur formation. Si Grèce maîtrisait suffisamment cette langue, elle pourrait très vite apprendre à utiliser le grand cercle de purification. Lors de leur première leçon, Grèce écoutait, les yeux brillants, pendant que Philia expliquait. Philia aborda alors la notion de perception, expliquant que Grèce devait s'exercer à percevoir la puissance magique naturelle nécessaire pour pratiquer les rituels anciens, ce qu'on appelait le mana. Grèce n'avait jamais entendu ce terme auparavant, alors Philia le lui expliqua. Généralement, on lançait des sorts en utilisant sa propre puissance magique interne, appelée Odé. En revanche, la puissance magique provenant du monde naturel s'appelait le mana. Beaucoup de rituels anciens, comme le grand cercle de purification, étaient d'une telle ampleur qu'il serait difficile de les réaliser uniquement avec sa propre magie intérieure, aussi utilisait-on le mana pour combler les écarts. Voilà pourquoi ce premier défi consistait à apprendre à percevoir le mana. Elle demanda donc à Grèce de se tenir dehors, de ressentir la lumière du soleil, d'écouter le bruissement des feuilles, et d'entrer dans un état méditatif en sentant la puissance de la nature traverser son corps. Grèce fit plusieurs tentatives, mais ne réussit pas vraiment à saisir le concept. Cela rappela à Philia ses propres débuts dans l'apprentissage. Grèce finit par fondre en larmes, incapable de sentir le mana, elle arrivait bien à percevoir qu'il existait une certaine force dans la nature, mais c'est à peu près tout. Philia lui dit alors que c'était suffisant. Cette sensation faible mais présente signifiait qu'elle était capable de percevoir le mana. Tant qu'elle affinerait ce sens, avec le temps, elle serait capable d'interagir avec lui également. Philia donna alors un exemple de la façon dont on peut visualiser le mana, en invoquant le rituel ancien, le manteau de lumière, faisant ainsi visiblement émaner le mana autour d'elle. Mais Grèce, en réponse, ne put que commenter à quel point Philia était belle, la comparant à un ange. Philia ne comprenait absolument pas ce qui se passait ici. On aurait dit que Grèce buvait littéralement chacune de ses paroles. Elle se demandait pourquoi quelqu'un d'un autre royaume, qu'elle n'avait jamais rencontré avant, la traitait ainsi. Soudain, Grèce s'exclama, honnêtement, vos livres, traités de la sainteté, sont ma Bible personnelle. Ah oui, Philia avait complètement oublié qu'elle avait publié des livres. Elle avait même refusé plusieurs fois les propositions de son éditeur, estimant que cela n'avait aucun rapport avec ses devoirs de sainte, mais avait fini par céder. Ces ouvrages n'étaient qu'une compilation des enseignements qu'elle avait acquis durant son temps en tant que sainte, ainsi que de ses recherches générales. Mais pour Grèce, ces livres de Philia l'avaient portée à travers ses heures les plus sombres. Quatrième fille d'une famille de saints, sans talent particulier, elle n'avait réussi à persévérer dans un entraînement intense que grâce à la lecture du traité de la sainteté, touchée par ses enseignements. Elle rêvait de devenir un jour comme Philia. Rien qu'en lisant ses écrits, Grèce avait compris que Philia ne jugeait pas, contrairement à ce qu'on retrouvait souvent dans les textes d'autres auteurs, au contraire, ses écrits reflétaient le cœur impartial d'une personne presque maladroitement dévouée à son article. Elle n'en revenait pas qu'une personne comme Philia puisse exister. Elle avait toujours voulu la rencontrer pour lui dire merci d'être devenue une sainte et d'avoir écrit ses livres. Ses écrits l'avaient sauvée. Philia se souvint alors de sa mère la réprimandant, l'accusant d'arrogance pour avoir publié des bêtises. Julius l'avait lui aussi critiqué, affirmant que ses livres n'étaient rien d'autre qu'une vantardise de ses accomplissements. Ils avaient même brûlé tous ses livres en ville et arrêté leur publication. Philia avait fini par croire que ce genre de traitement était normal. Elle regrettait même d'avoir jamais écrit quoi que ce soit.
Mais maintenant, elle voyait clair, le monde dans lequel elle avait vécu était extrêmement restreint. Pendant une pause thé, Grace était folle de joie d'apprendre qu'elle était la première apprentie de Philia. Elle trouvait les explications de Philia faciles à comprendre, et les encouragements qu'elle recevait la motivaient encore davantage. Philia n'en prenait pas tout le mérite, expliquant qu'elle faisait simplement ce qu'on lui avait appris lorsqu'elle-même était apprentie. Son ancienne maîtresse était Hildegard Adenauer, la précédente sainte de Girtonia, et aussi la sœur aînée de son père, donc sa tante paternelle. Elle était stricte, même impitoyable. Elle avait abandonné Philia sur une montagne en hiver pour lui apprendre à survivre seule, l'avait enterrée dans le désert entièrement par elle-même, et l'avait obligée à s'allonger sur des lits de chardon pour pratiquer le contrôle de sa magie. Ce ne sont là que quelques exemples de ses méthodes d'enseignement. Grace demanda pourquoi Hildegard avait été si dure avec Philia. Elle pensait qu'une personne soit méchante ou gentille, qu'elle vous aime ou vous déteste, il y avait toujours une raison derrière tout cela. Philia se souvint alors d'Hildegard lui ayant un jour présenté des excuses. Mais Hildegard avait toujours eu une mauvaise relation avec les parents de Philia, et Philia lui ressemblait énormément quand elle était jeune. Elle avait dit à Philia que ce n'était pas sa faute si ses parents la détestaient. C'est pour cette raison qu'elle s'était tellement investie à rendre Philia forte, afin qu'elle puisse rebondir face à toutes les difficultés que la vie lui jetterait à la figure. Ce n'est qu'aujourd'hui que Philia réalisait que son professeur s'était toujours inquiété pour elle. Elle n'en revenait pas d'avoir mis si longtemps à comprendre quelque chose d'aussi important après avoir quitté le royaume. Elle espérait que sa mentor pourrait lui pardonner. Plus tard, en discutant avec Lena à propos du roman romantique qu'elle lui avait emprunté, Philia voulait savoir pourquoi le personnage principal acceptait de s'enfuir avec son amoureux, même si c'était mal. Lena répondit que, finalement, le désir d'aimer l'emportait. Ensuite, Philia reçut un message de Imari disant simplement « livraison effectuée ». Puis vint le prochain ordre du jour, Grace demanda à visiter la tombe d'Élisabeth. Nous apprenons qu'Élisabeth est décédée il y a 3 mois, et qu'elle était la cousine aînée de Grace. Lise était née avec une constitution fragile, aussi le père de Grace s'inquiétait-il souvent pour elle. Grace venait souvent à Parnacorta pour la voir. Le prince Richard arriva ensuite avec des fleurs, surpris de voir Philia, ainsi que Grace, qu'il prit brièvement pour Lise. Il visitait souvent la tombe, puisque lui et Lise avaient été fiancés auparavant. À chaque fois, il apportait des fraisiers dorés, ses fleurs préférées. Il aurait aimé lui offrir des cadeaux plus raffinés, mais elle lui avait dit que l'odeur de ces fleurs lui rappelait toujours lui. Il ne savait jamais quoi répondre à cela. Philia avait du mal à comprendre les émotions, mais même elle pouvait sentir qu'il était encore profondément amoureux d'Élisabeth. Grace fut surprise, elle ne pensait pas rencontrer un jour le prince Richard. Elle avait entendu dire que ses devoirs le tenaient terriblement occupé. C'était la première fois que Philia voyait quelqu'un aimer avec autant d'intensité. Elle n'avait jamais vraiment été aimée avant. Elle n'était même pas certaine de ce qu'était l'amour. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle avait passé tout ce temps à chercher à obtenir l'amour des autres, et peut-être n'avait-elle jamais vraiment essayé d'aimer quelqu'un d'autre. Le lendemain, voyant Philia, Lena mit en place un plan pour lui faire livrer quelque chose à sa place. La livraison était bien sûr destinée au prince Oswald. Une fois sur place, Philia tenta de s'éclipser discrètement, mais il la retint, montrant qu'il y avait assez de nourriture dans le panier pour 2 personnes. En mangeant ensemble, elle remarqua la beauté du jardin qu'il entretenait seul, sans aucune aide, et se demanda pourquoi. Elle fut surprise d'apprendre que c'était parce qu'il n'avait aucun intérêt pour le trône. Pourtant, malgré ses sentiments, les nobles autour de lui insistaient pour former des factions et défendre sa candidature. Il ne le supportait pas. Il aimait profondément son royaume et sa famille, alors il avait décidé de jouer le rôle du fils dissipé, jugé indigne de faire de la politique. Et voilà tout. Philia comprit qu'il n'était pas d'abord un prince, mais plutôt une âme bienveillante qui aimait sa famille. Elle mentionna alors qu'elle avait rencontré Richard récemment, et Oswald fit un commentaire sur l'amour de son frère pour Élisabeth. Il trouvait incroyable de voir son frère si sérieux tomber éperdument amoureux d'une fille. Richard avait dit un jour que protéger la sainte était le devoir d'un roi digne de ce nom, mais il n'avait pas réussi à la sauver. Richard regrettait profondément, disant « Quel genre de futur roi ne peut pas protéger la femme qu'il aime ?» Comme pour se punir, il se consacrait sans relâche à ses devoirs. Oswald savait que son frère avait besoin de temps, mais il était aussi frustré de ne pouvoir faire autre chose que d'observer jusqu'à ce que les blessures de Richard cicatrisent. Il pensait aussi que Richard aurait eu besoin d'un passe-temps. Lui, jouant le rôle du fils désinvolte, passa un moment à réfléchir à ce qu'il devrait faire. Il se dit que si jamais il choisissait un hobby, ce ne devrait pas être uniquement pour lui-même. Il voulait aussi apporter de la joie aux gens autour de lui. Et il demanda alors à Philia si elle ressentait la même chose. Philia sentit à nouveau sa douleur intérieure, jusqu'à ce qu'elle pense à Mia et aux nouvelles personnes autour d'elle qui étaient toujours reconnaissantes. Elle avait toujours cru qu'en tant que sainte, elle devait renoncer à ses propres désirs et se consacrer entièrement à la prospérité de son royaume. Mais en réalité, elle cherchait surtout à rendre ses parents heureux. Elle pensait que si elle ne réussissait pas à les rendre heureux, à obtenir leur reconnaissance, leur amour, alors rien de tout cela n'aurait eu de sens. C'était la seule chose qu'elle voyait. Mais aujourd'hui,
Elle voyait clairement qu'il y avait beaucoup de personnes autour d'elle qu'elle rendait heureuse. Oswald se pencha alors vers elle et lui dit qu'elle s'en était très bien sortie. Et si ses parents refusaient de la reconnaître pour tout ce qu'elle avait fait, alors il le ferait à leur place. Il semblait un peu gêné, se demandant s'il n'était pas trop présomptueux. Mais non, elle avait toujours voulu entendre ces mots. Les larmes aux yeux, elle le remercia. Plus tard, on voit que Grace progresse beaucoup dans sa perception du mana. Elle et son majordome échangent quelques taquineries, principalement parce qu'il est chargé de rapporter ses progrès à son père, et qu'elle voulait qu'il arrête de la traiter comme une enfant maintenant qu'elle a 15 ans. Philia ne put s'empêcher de penser qu'elle aussi voulait aider les habitants de ce royaume qui avaient été si gentils avec elle. Cela lui rappela soudain quelque chose concernant les rituels anciens, mettant fin à la leçon de Grace pour la journée. Cependant, dans le bureau de Richard, Oswald n'était pas content. Ils avaient reçu une demande du royaume de Girtonia exigeant qu'il leur restitue la Sainte Philia. Alors que la proposition de Mia de rassembler les troupes était rejetée par Julius en préparation à une riposte contre le royaume démoniaque, elle repensait à Imari, qui lui avait donné l'option de fuir Girtonia. Cependant, elle n'avait aucune intention de fuir l'homme même qui avait vendu sa sœur. Il continuait de la réprimander pour avoir adopté les mauvaises habitudes de sa sœur, lui rappelant que la politique était une affaire d'hommes et qu'il n'y avait aucune raison de financer ou mobiliser des forces pour quelque chose qui ne se produisait que tous les quelques siècles. En réponse, Mia lui demanda ce qu'il en était de la généreuse compensation qu'il avait reçue en envoyant Philia à Parnacorta, et il s'avéra qu'il avait déjà dépensé la majeure partie pour une gigantesque statue en or de lui-même qui devait être dévoilée à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de leur nation. Mia fut furieuse en l'apprenant, et moi aussi je le serais. L'ego de ce type, qui ne fait rien d'utile au passage, est hallucinant. Le roi fit soudain irruption dans la pièce, ce qui fit légèrement reculer Julius. Le roi Fernando voulait confirmer que le royaume démoniaque approchait. Alors que Julius tentait une fois de plus de rejeter la confirmation de Mia sous prétexte qu'elle était une femme, le roi fit taire son fils, avec la logique évidente que personne ne connaissait mieux les monstres qu'une sainte. Il était déjà mécontent que Julius ait envoyé Philia dans un autre royaume sans son autorisation. En entendant cela, Mia vit sa suspicion confirmée, la vente de sa sœur était bel et bien une idée de Julius. Quel culot, ce second prince. Il prétendit que ce n'était pas son idée, mais que Philia avait insisté pour aller aider leurs pauvres voisins. Mais le roi fit remarquer que, même si c'était le cas, Julius avait le devoir, en tant que fiancé de Philia et prince du royaume, de l'en empêcher. Le roi se mit alors à tousser violemment, et Mia lui demanda avec inquiétude s'il utilisait toujours le remède issu de la recette que sa sœur lui avait laissée. Mais il s'avéra que l'un des conseillers avait affirmé avoir perdu la recette dans une erreur. En voyant le sourire narquois de Julius, Mia comprit alors que c'était la véritable raison pour laquelle il avait envoyé Philia loin d'ici. Ce malade voulait voir son propre père mourir pour pouvoir régner librement sur le royaume. Elle devait agir. Elle continua de jouer de ses charmes, disant à Julius que malgré ses paroles rassurantes, elle se sentait très effrayée. Elle lui demanda de l'accompagner dans ses fonctions le lendemain. Ils se retrouvèrent complètement entourés de monstres dans la forêt. Pris de peur, Julius poussa l'un des soldats en lui criant de tuer les bêtes immédiatement. Le plan de Mia était d'amener Julius en première ligne, afin qu'il voie de ses propres yeux les effets de l'approche du royaume démoniaque, provoquant l'apparition massive de groupes de monstres. En les voyant lui-même, il reviendrait sûrement à la raison. Après l'élimination des monstres, Julius tenta de s'éclipser sous prétexte d'un mal de ventre. Mia était joyeuse, lui demandant s'il avait vu à quel point la situation était devenue dangereuse à cause de son incompétence. Mais non, il répondit que ce n'était pas dangereux du tout, affirmant bêtement que Mia et les meilleures troupes de Girtonia faisaient du bon boulot. Ce gars est aveugle ou quoi? Il l'assura qu'il n'était pas ébranlé, et que son mal de ventre ne signifiait qu'une chose, il voulait rentrer chez lui. Mais c'était impossible avec la horde de gobelins qui fonçait droit sur eux. Elle essaya de l'avertir qu'à ce rythme, tout le royaume allait être submergé. Elle voulait qu'il imagine un monde où même la capitale ne serait plus sûre. Mais il hurla qu'il ne recevait pas d'ordre de femme, et l'accusa d'essayer d'imiter Philia. En ne souriant pas et en ne se tenant pas en retrait. Mia pensait depuis un moment déjà que Julius souffrait d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa sœur. Il se cacha derrière Mia pour se protéger, la poussant, incroyable. Quel droit avait ce type de dire à une femme quelle était sa place? Alors qu'il geignait et tremblait de peur à l'idée de mourir, Mia élimina les monstres grâce à sa magie. D'une façon ou d'une autre, à la fin de tout ça, il se convainquit que ce n'était pas de sa faute. Et sa solution maintenant, c'était de rappeler Philia et de la faire tuer tous ces monstres. Mia essaya de lui dire que Parnacorta ne rendrait pas sa sœur, même s'il payait le double de ce que Parnacorta leur avait versé. Mais Julius répondit bêtement que Philia ne valait pas tant que ça, et que tout ce qu'elle savait faire, c'était dresser quelques barrières à moitié efficaces. Il était frénétique, disant à Mia qu'elle n'avait pas besoin d'être comme Philia, qu'elle devait juste faire son travail aussi discrètement que possible. Mia comprit alors que, peu importe ce qu'elle dirait, il ne l'écouterait jamais. Elle devait encore trouver un moyen d'affronter le royaume démoniaque. Ailleurs, marchant dans les champs de blé, Mammon, un démon,
et essayait de draguer une fermière de passage. Il l'appelait magnifique, chérie, ce qui lui valut malheureusement de se faire trancher la tête par sa maîtresse Erza. Évidemment, la spectatrice prit la fuite. L'exorciste de l'archevêque ramassa la tête de son familier démoniaque et la remit sur son corps, tout en exprimant son inquiétude quant au retour de l'archidémon Asmodée. Mammon, lui, restait parfaitement calme, c'était aussi un démon, après tout. Mais Erza rappela à Mammon qu'Asmodée était bien plus haut placé que lui. L'âme d'Asmodée avait été scellée il y a 400 ans par la sainte Fianna, mais l'approche du royaume démoniaque affaiblissait ce sceau. C'est pourquoi l'Église avait envoyé ces deux-là pour cette mission. Tard dans la nuit, Julius était furieux. Depuis qu'il avait vendu Filia, sa vie n'était qu'un enfer. Il se demandait jusqu'à quel point elle comptait l'humilier. Depuis qu'il était enfant, il avait toujours fait de son mieux pour répondre aux attentes des autres. Son frère aîné était un reclus inutile. Tout le monde lui avait dit qu'il méritait de prendre le trône à sa place. Sa vie était parfaite, jusqu'à ce qu'il rencontre Filia. Il rejetait son titre de sainte parfaite, ajoutant que la seule chose dont une femme avait besoin, c'était d'être belle. Les femmes n'avaient qu'à sourire et être charmantes. Mais au lieu de ça, Filia donnait des ordres aux hommes et ignorait même ses opinions. Le marquis Pils apparut soudain pour confirmer la logique du prince. Il était là depuis tout ce temps, et disait maintenant à Julius qu'il était temps de montrer à Filia le véritable pouvoir du prodige de ce royaume, en parlant de Julius. Il expliqua qu'il restait encore un trésor laissé par sainte Fianna, soigneusement conservé. Ce trésor, dont Julius n'avait jamais entendu parler auparavant, était une bague cachée sous l'église de la capitale, renfermant tout le pouvoir magique de la légendaire sainte Fianna. Celui qui briserait ce sceau obtiendrait une puissance phénoménale. Il réussit facilement à persuader Julius d'aller le chercher, sous prétexte que plus jamais personne n'aurait à lui dire quoi faire. Il exploita ses insécurités, ajoutant qu'il pourrait même surpasser Filia. Julius transpirait à l'idée de montrer sa supériorité. Et avec le marquis brillant d'une lumière sinistre tout en quittant la pièce, et Julius se demandant comment il était arrivé dans le couloir, il devenait clair qu'il était simplement possédé par un démon. Du côté de Parnacorta, les compagnons de Filia avaient du mal à croire que Girtonia voulait son retour. Filia était attristée, sachant qu'elle devait rester dans la capitale pour maintenir le grand cercle de purification, c'est pourquoi elle avait envoyé Imari pour aider Mia à élaborer un plan. Mais elle soupçonnait le prince Julius de l'avoir contourné. Elle ne savait pas quoi faire. Oswald s'adressa à son regard inquiet, lui disant de regarder autour d'elle, car elle n'avait pas apporté ce fardeau seule. Il pensa que l'état de Girtonia nécessitait juste une amélioration et, en guise de compromis, il était prêt à envoyer les chevaliers de Parnacorta pour les aider. Ils étaient très compétents et pourraient aussi être utiles à Mia. Il voulait les soutenir et apaiser la conscience de Filia. Filia le remercia avec soulagement, puis se précipita frénétiquement pour lui préparer du thé. Plus tard, alors que Filia aidait Grèce à s'entraîner, elle fut informée qu'un message de Mia lui était parvenu. Elle apprit que sa recette destinée à soigner la santé déclinante du roi avait été détruite, et que le prince Julius était derrière tous les problèmes survenus à Girtonia. Mia faisait de son mieux pour tenter de le renverser politiquement. Filia n'arrivait pas à croire que sa sœur chaleureuse et gentille, qui ne voulait blesser personne, allait aussi loin. Filia décida de répondre en envoyant une recette améliorée à Imari. Elle était tellement meilleure qu'elle pourrait même guérir complètement le roi. Si le roi Fernando se rétablissait, elle croyait que la politique de Girtonia pourrait se stabiliser. Et avec les chevaliers de Parnacorta protégeant Girtonia, cela allégerait le fardeau de Mia. Elle pensait que cela suffirait, mais ne pouvait chasser l'inquiétude qui pesait encore sur son cœur. Elle espérait que sa sœur serait en sécurité. De retour à Girtonia, Imari proposa d'éliminer Julius personnellement. Elle suggéra le poison comme la méthode la plus efficace, à introduire dans son sang à l'aide d'une sarbacane. Mais Mia ne voulait rien d'aussi radical, elle voulait seulement lui retirer son pouvoir. Et en plus, si quelqu'un accusait Parnacorta de l'assassinat, cela pourrait provoquer une guerre totale. Elle voulait quand même qu'il paie pleinement pour la façon dont il avait traité sa sœur, qu'il s'excuse sincèrement et se repente de sa folie. Elle cria son désir de le voir banni du royaume. À cela, Imari rappela à Mia qu'elle pourrait y parvenir grâce à son statut de sainte. Mia remit en question la moralité d'un tel acte. En tant que sainte, elle était la protectrice de ce royaume et la sauveuse de son peuple. Elle se demandait si elle devait vraiment agir par pure rancune personnelle. Une fois tout cela terminé, se demandait-elle, pourrait-elle encore être leur saint? Et maintenant, elle ne se souvenait même plus du type de sainte qu'elle voulait être. Il y a 3 ans, Mia, alors âgée de 15 ans, reçut des éloges pour son travail et fut informée que sa grande sœur Filia ferait ses débuts en tant que sainte le lendemain. Elle fut choquée, car leurs parents ne le lui avaient jamais dit auparavant. Sa mère lui expliqua que c'était l'idée de Filia de quitter la maison et de s'entraîner à l'église pour devenir une véritable sainte, et qu'il voulait respecter son souhait, limitant leur contact avec elle à sa demande. Filia était d'1 an son aînée, et aussi loin que Mia pouvait s'en souvenir, elles n'avaient jamais vécu ensemble. C'était tout ce qu'il lui fallait pour enfiler une perruque, s'éclipser en douce et en apprendre plus. Elle se rendit dans la capitale sous déguisement,
pour voir Filia créer des piliers de lumière dans sa première mission de sainte de Girtonia. Elle tenta de se faufiler pour avoir une meilleure vue, mais cela la fit se retrouver face à un monstre. Elle reconnut ses torts, sachant qu'elle venait d'une lignée sainte, mais n'avait jamais suivi d'entraînement, pensant pouvoir tout laisser à sa sœur. Elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre quoi que ce soit, pas même à quel point c'était dangereux hors de la ville. Alors qu'elle hurlait à l'aide, Filia apparut, terrassant le monstre avec le jugement d'argent. Et tandis que Filia était appelée à participer à la cérémonie, Mia tomba à genoux, en larmes devant à quel point sa sœur ressemblait à une héroïne. C'était sa redécouverte de Filia, la plus puissante des saintes, et Mia voulut devenir comme elle. Aider les gens, peu importe leur rang. Devenir un bouclier pour protéger son royaume. La plus grande sainte de tous les temps, son modèle, son étoile du Nord. Sa sœur avait toujours combattu en première ligne de toutes ses forces. Même lorsqu'elle fut rejetée, même quand elle partit, elle ne se plaignit pas. Elle ne blâma personne, n'en voulut à personne, et ne chercha pas la vengeance. Elle pria simplement, en silence, pour la sécurité des autres. Mia versa des larmes, reconnaissant qu'elle ne pouvait sacrifier le symbole que représentait Filia pour satisfaire son propre désir de vengeance. Mais elle ne pouvait pas non plus supporter ceux qui avaient été si cruels avec la personne qu'elle admirait. Elle les haïssait tous. Elle comprenait cela rationnellement, mais ses émotions ne l'écoutaient pas. Imari lui attrapa les bras, pour lui dire que c'était normal. Elle dit à Mia de rester fidèle à elle-même, d'être honnête. De ne pas se forcer à devenir une sainte comme Filia, de ne pas croire qu'il existait une réponse évidente entre le bien et le mal, et surtout, de laisser son vrai cœur se révéler avec le temps. Imari était certaine que tant que Mia continuerait d'avancer, elle parviendrait un jour à surmonter ses émotions. Elle avait juste besoin d'être elle-même, et de travailler à sauver le royaume à sa manière. Mia s'illumina à cette idée, mais savait que trouver sa propre voie serait encore plus difficile que de ravaler sa colère. Néanmoins, elle voulait que sa fureur devienne l'étincelle qui embraserait son cœur. Elle allait continuer à haïr Julius comme une partie de ses obligations de sainte, et exposer ses plans pour le briser complètement. Elle acceptait son égoïsme, voulant à la fois le salut de son royaume, et la vengeance. Mais d'abord, elle devait confier les affaires politiques à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que le roi se remette. Son plan était de faire appel au prince héritier Fernand, qui était confiné dans sa chambre par les partisans du prince Julius.